Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc, chez vous, le joueur du grenier, il est en train petit à petit de prendre de plus en plus de positions de gauche. Tout ceci est assez amusant. Il a partagé un tweet qui, évidemment, n'est pas un tweet politique, c'est un tweet qui est très dépolitisé. Il fait référence à une situation qu'il a probablement vécue là récemment, où il dit maintenant, si t'appellerais le 15 avec une hache plantée dans la tête, les mecs au bout du téléphone te demanderaient si ça fait vraiment si mal que ça, et si elle est vraiment si aiguisée que ça, c'est un truc de zinzin. Et c'est intéressant parce que ce qu'il a vécu n'est pas du tout amusant pour le coup. On espère que tout va bien pour lui, pour sa famille. Enfin bon, voilà, très sincèrement, on espère qu'il n'y a pas de soucis particuliers et que ce délai de prise en charge ou cette non prise en charge n'a pas abouti à des conséquences négatives. On sait, il en a plusieurs fois parlé, qu'en plus de ça, il est père de famille. Et donc j'imagine que s'il a appelé le 15, soit pour lui, soit pour sa compagne, soit pour son enfant et que la personne n'est pas venue, bah, ça crée une forme d'anxiété. Et puis l'anxiété se transforme jour après jour en colère. Et ce qui est assez amusant, c'est qu'il y a des personnes qui lui ont dit, bah, de fait, ce que vous dites, Frédéric, est tout à fait juste. Effectivement, vous appelez aujourd'hui le 15, le risque de ne pas être correctement pris en charge, il existe. Il n'est pas non plus hyper élevé, mais il existe. Chaque année, on entend parler de refus de prise en charge par le 15 qui aboutissent parfois au décès de certains patients. Alors, ils ont mis en place certaines réformes au sein du 15 pour que ce genre de choses n'arrive plus, à savoir systématiquement envoyer quelqu'un s'ils ont le moindre doute. Mais néanmoins, ça traduit quoi ? Ça traduit du fait que l'état des services publics en France, pas seulement la médecine, est catastrophique. Et donc, il y a des personnes sur Twitter qui lui ont dit, bon, faut voter à gauche maintenant. Je trouvais ça assez amusant de leur part. Mais ça fait plusieurs fois qu'il prend des prises de position comme ça, où il dénonce le fait que le système français dysfonctionne. Alors évidemment, quand je dis aujourd'hui le gauchiste, évidemment, je me moque. Je sais pas du tout où il en est de ses convictions politiques. Je sais que pendant un temps, il était plutôt proche des idées de Dupont-Aignan. Donc bon, on est très très loin des positions de gauche, mais bon, néanmoins, je trouvais ce tweet assez amusant. Les services publics dégradés, ça ne concerne pas que l'hôpital public français. Loin de là, loin de là, ça concerne tous les services publics. Alors évidemment, une pensée comme d'habitude aux enseignants de l'éducation nationale qui souffrent comme absolument jamais, que ce soit en maternelle, en primaire, en collège, en lycée, c'est absolument catastrophique. Tous les services publics en France sont sous-financés, et à ce titre-là, vous aviez même un très bon article de Wikipédia qui le résume. La crise hospitalière française, en France, qui est nommée donc la crise du système de santé français. Et alors pourquoi on attend comme ça aux urgences au 15 ? Pourquoi on attend ? Parce qu'au 15, les personnes ne sont pas forcément particulièrement bien formées, c'est pas nécessairement des internes ni même des externes en médecine. Parfois ils doivent suivre des protocoles qui sont des protocoles qui laissent passer entre leurs mailles des choses assez inquiétantes, parce que il y a un problème de recrutement en France dans tous les services publics. Le numerus clausus est très bas, les médecins ne veulent pas augmenter le numerus clausus, ils ne veulent pas qu'il y ait plus de médecins, ils veulent garder la main mise sur leur profession, ils veulent continuer à se partager un gigantesque gâteau avec le minimum de personnes possible. Et puis ensuite, quand les services publics sont sous-financés, bien derrière, ça donne des personnes qui sont moins bien formées, qui travaillent dans de moins bonnes conditions, donc qui travaillent sous des conditions d'angoisse, d'anxiété, de dépression parfois malheureusement. Vous savez qu'il y a beaucoup malheureusement de risques suicidaires dans ces professions, les professions de soignants et de soignantes, d'aidants et d'aidantes d'une façon générale. Et donc évidemment, vous commettez des erreurs. Quand vous n'êtes pas dans votre état normal, vous commettez des erreurs au travail, c'est normal dans votre vie quotidienne. Et cet article, il revient sur quelques décisions entre les années 80 et les années 2022-2024. Et donc, vous allez voir que c'est quand même assez intéressant de voir que tant qu'on n'aura pas des vraies politiques de gauche en France, les services publics continueront d'être abîmés. Là, il cite un article de Jean-Paul Dormin, publié en 2015, où il dit « La période qui commence à la fin des années 70 correspond à une nouvelle façon de penser l'hôpital, en transposant le modèle néoclassique de l'entreprise aux structures publiques. » C'est-à-dire qu'en fait, on passe à une vision libérale de la santé. La santé devient quelque chose qu'il faut gérer de façon néolibérale. Et donc, on va mettre à la tête des hôpitaux des énarques, on va mettre à la tête des hôpitaux des grands fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui ne sont pas des médecins, qui ne connaissent pas le système de santé, qui n'ont pas travaillé à l'hôpital et qui vont gérer l'hôpital comme on gère une entreprise, afin que celle-ci génère des bénéfices. Alors, on a envie de dire que ils ont tout faux, c'est-à-dire que l'hôpital est toujours aussi déficitaire en France, ça nous coûte assez cher, et en plus de ça, on est mal soigné. Voilà, on ne cesse de reculer sur tous les indicateurs de l'OMS mondiaux, que ce soit, mondiaux aussi, que ce soit sur la mortalité infantile, ça c'est absolument désastreux, la France est en train de dégringoler, je crois qu'on était plus loin que la 50e place mondiale, on doit être 25e dans les pays de l'OCDE. On est en train de chuter dans l'espérance de vie, on est en train de chuter dans l'espérance de vie en bonne santé, etc. Bon,
Bref, dans les années 80, l'idée que les établissements hospitaliers doivent être gérés comme des entreprises commerciales, en s'inspirant de méthodes managériales, qu'est-ce qu'il pourrait mal se passer? Je vous invite à lire les ouvrages de Johan Chapoutot qui parlent des méthodes managériales. Cette logique est largement défendue par Jean de Kervasdoué, directeur des hôpitaux au ministre de la Santé de 81 à 86. Bref, entre 2000 et 2020, ça va pas aller en s'arrangeant. Nouveau mode de financement en 2004, un plan hôpital en 2007. Le 5 novembre 2018, les présidents de la CCM des hôpitaux de l'assistance publique de Paris adressent à la ministre de la Santé une lettre qui s'appelle « Sauver l'hôpital public » où ils dénoncent des restrictions budgétaires sans objectifs médicaux ni de santé publique clairement identifiés et des économies à très court terme et à tout prix, jugeant que la qualité et l'accès aux soins pour tous allaient pâtir de cette réduction des dépenses. Et de temps en temps, je pense que c'est vraiment pas mal de soit dézoomer dans certaines situations pour mieux le comprendre, ou soit au contraire de zoomer. Et si on se place à l'échelle individuelle, mettons que l'État français ce soit vous et que vous ayez à gérer un budget. Et il me semble que parmi les choses avec lesquelles vous ne devriez pas transiger, c'est votre santé. À savoir que si vous en avez les moyens, vous devriez en priorité mettre de l'argent pour votre santé, pour vous assurer d'être en mode santé, aller voir des médecins quand vous en avez les moyens, des dentistes, si jamais c'est possible pour vous. Les ophtalmos, enfin, vous voyez ce que je veux dire, faire attention à votre santé, ça devrait être une priorité. Et puis ensuite, s'il faut, je sais pas, éviter de s'acheter un jeu vidéo ce mois-ci, ne pas sortir au restaurant le dernier week-end du mois, ou éviter le petit week-end avec des amis qui va nous coûter 80 balles aller-retour en frais d'essence et de péage, tant pis, la santé est prioritaire. Et du coup, quand on remet ça à l'échelle de l'État, on se pose des questions. Comment se fait-il qu'un État se dise que ça pourrait être une bonne idée que d'aller essayer de faire des économies sur la santé de ses citoyens? Ce qui est d'autant plus catastrophique, c'est que, évidemment, les néolibéraux, les libertariens vont dire c'est de la liberté individuelle, si les gens ne veulent pas soigner, ils ne se soignent pas, mais là c'est même pas nous qui prenons les décisions, c'est-à-dire que là on ne cesse d'avoir au gouvernement, quelle que soit l'orientation politique des personnes qui se retrouvent au gouvernement, qu'ils soient PS, qu'ils soient UMP, que ce soit Renaissance, ils ne cessent en fait de continuer à prendre ces mauvaises décisions pour nous. En 2009, la loi HPST, également dénommée la loi Bachelot, du nom de la ministre de la Santé du gouvernement Fillon, est promulguée. Elle renforce les compétences des directeurs des établissements publics hospitaliers en lui transférant l'essentiel des pouvoirs détenus auparavant par les conseils d'administration. Et donc on se retrouve avec des personnes un petit peu toutes seules à la tête d'un hôpital à prendre des décisions, seules sans jamais avoir été formées. Alors oui, c'est des personnes qui sortent de l'ENA, mais qui sont chargées, je ne sais pas, de devenir des hauts fonctionnaires. Diriger un service hospitalier, vous avez beau être aussi intelligent que possible. Vous avez beau être même très sensible, si vous n'avez pas travaillé à l'hôpital, vous ne connaissez pas les problématiques de l'hôpital précisément. Le texte supprime le conseil exécutif et le remplace par un directoire. C'est catastrophique. Entre 2013 et 2014, les sages-femmes, soutenues par plusieurs organisations syndicales et associations représentatives, lancent un mouvement de grève qui va toucher 90% des maternités de France. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi je me rappelle très bien, elles avaient un bandeau en grève sur le bras. En janvier 2017, l'interne Sabrina Ali Benali, qui est une très très chouette personne, publie une vidéo sur son compte Facebook, c'est ce qu'il avait un petit peu fait connaître d'ailleurs, où elle interpelle la ministre de la Santé Marisol Touraine, où elle explique que c'est tous les jours à l'hôpital l'état d'urgence. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette vidéo, vous tapez Sabrina Ali Benali, état d'urgence, vous allez la retrouver. Bref, ça ne cesse d'alerter en permanence. Et puis on arrive à la période très contemporaine, 2020-2024. Vous me direz, les années 80, c'est assez contemporain aussi, mais là, on est sur des politiques qui nous concernent, des politiques vraiment, avec des personnes que l'on côtoie, des personnes qui continuent à se représenter. Le 14 janvier 2020, 1000 chefs de services et de structures déclarent démissionner de leurs fonctions administratives à l'appel du CIH. Ces professionnels de la santé demandent dès lors la tenue d'un Grenelle de l'hôpital public pour répondre à leurs préoccupations. Les 3 premiers cas de Covid officiellement recensés quelques jours après cette décision, donc vous imaginez bien que tout ça passe un tout petit peu à la trappe. Un peu plus tard, le 25 mai 2020, une concertation destinée à améliorer les conditions de travail et les rémunérations des soignants, ainsi que la prise en charge des malades est organisée par Olivier Véran. Le 16 juin 2020, en pleine crise sanitaire liée à la pandémie, de nombreux soignants défilent à Paris pour la revalorisation de leur secteur, à faire pression sur le gouvernement en pleine discussion. Ce qu'ils réclamaient, c'était pas compliqué. Ils réclamaient évidemment une augmentation des effectifs pour pouvoir réduire leur nombre d'heures, ils réclamaient de meilleurs salaires, puisque dès que vous descendez dans l'échelle sociale, évidemment les salaires se rapprochent du SMIC, les aides-soignants et les aides-soignante, quand ils et elles débutent, surtout elles, ce sont quasiment que des femmes, elles sont payées autour de 1300, 1400 maximum. Donc une amélioration des conditions de travail, une revalorisation salariale, bref, le strict minimum. Je veux dire, quand on est soignant, on a envie que les personnes qui nous soignent soient dans des bonnes conditions matérielles, de confort matériel pour pouvoir nous soigner correctement, bien évidemment. Il y a eu une légère revalorisation salariale, mais bon, alors après, il parle de la crise sanitaire qui a éloigné les soignants et les soignantes qui avaient refusé le vaccin. Moi, j'étais tout à fait pour cette décision. Et puis ensuite, ça continue, la crise continue en 2023, en 2024. En 2024, donc en juillet, il y a à peu près 6 mois, non, il y a à peu près 1 an maintenant, de nombreux médecins alertent de nouveau sur les difficultés que rencontrent les services d'urgence en France.
Service d'urgence dont le SAMU fait partie, on va pas s'en sortir. Donc, Frédéric Molas, le joueur du grenier, quand il crie un petit peu son désespoir du fait qu'il a eu probablement une très mauvaise expérience au 15, bah ouais, c'est catastrophique, et on sait que ça peut aboutir parfois à des conséquences létales, littéralement. Et donc, on a envie de dire, bah, maintenant, Fred, allez, tu as une énorme audience composée de personnes qui ont entre 14 et 40 ans. Hein. Il y a des papas qui regardent le jour du grenier encore, j'en fais partie d'ailleurs. Je trouve ça toujours aussi qualitatif. Voilà. Malgré évidemment tout ce que vous pouvez imaginer que je puisse avoir de réserve sur les blagues sexistes. Bon, bref, peu importe. Je ne suis pas là pour taguer du sucre sur son dos, là. Maintenant, il faut encourager les gens à militer pour des systèmes politiques qui prévoient de défendre ces services publics, de les défendre réellement, avec des vrais projets. Voilà pour cette petite brève matinale, après-midiale plutôt, soirale, vespérale. Allez, je vous souhaite une très bonne journée, passez une très belle soirée, et je vous dis à demain. Salut les amis.